Je suis allé à une soirée avec mon mari. Il est parti avec une autre femme parce qu'elle est riche. Il m'a jeté les clés de sa voiture et a ri. Débrouille-toi pour rentrer. Le lendemain matin, son téléphone n'arrêtait pas de sonner. Sa maîtresse pleurait, et il se tenait, pétrifié, sur le seuil, réalisant quelque chose auquel il ne s'était jamais attendu. Pendant 15 ans, je me suis dit que le mariage exige des compromis, que chaque offense ne mérite pas une confrontation, que maintenir la paix est plus important que de défendre sa fierté. Je me suis dit ces choses pendant que mon mari m'effaçait progressivement de sa vie professionnelle, me présentait comme quelqu'un qui fait de la comptabilité au lieu de quelqu'un qui dirige un cabinet de conseil prospère, et dépensait les fonds pour les études de nos enfants dans des chambres d'hôtel avec une femme dont la famille possédait la moitié du Connecticut. Je suis Catherine Brennan, j'ai 42 ans, et je suis très douée pour me mentir à moi-même lorsque la vérité est trop inconfortable à affronter. Avant de continuer, je tiens à vous remercier de me rejoindre pour partager ces histoires de dignité retrouvée et de justice rendue. Si vous croyez que la trahison mérite que l'on rende des comptes, veuillez envisager de vous abonner. Cela nous aide à atteindre plus de personnes qui ont besoin d'entendre cela. Maintenant, voyons comment cela se déroule. Ma spécialité est la restructuration financière pour les petites entreprises au bord de l'effondrement. Les entreprises m'engagent lorsque leurs comptes de résultats ne correspondent pas à leur solde bancaire. Quand l'argent disparaît dans des failles qu'elles ne peuvent expliquer. Quand elles soupçonnent quelqu'un de voler mais manquent de preuves. J'analyse leurs livres avec une précision chirurgicale, identifiant exactement où les fonds sont détournés et pourquoi leur structure financière ne soutient plus leurs opérations. Je suis excellente dans ce travail parce que je comprends comment les gens cachent le vol derrière des transactions d'apparence légitimes. Comment ils exploitent la confiance pour créer une dénégation plausible. Comment ils se convainquent que ce qu'ils font n'est pas vraiment mal si personne ne le remarque. L'ironie est presque drôle. Je peux repérer une tromperie financière dans un grand livre d'entreprise en quelques heures, mais je l'ai manqué dans mon propre mariage pendant 18 mois. Mon mari, Édouard, vend des voitures de luxe à des clients fortunés qui considèrent des véhicules à 70 000 $ comme des achats raisonnables. Il est charmant de cette manière étudiée qui fait croire aux gens qu'ils sont spéciaux, que leur connexion avec lui est unique, qu'ils se soucient sincèrement de leur satisfaction plutôt que de sa commission. Il utilise ces mêmes compétences sur moi depuis des années. Et je l'ai laissé faire parce que l'alternative était d'admettre que la vie que j'avais construite reposait sur des fondations qui n'avaient jamais été aussi solides que je le croyais. Jeudi soir, il est entré dans mon bureau et m'a dit que je devais assister au gala d'anniversaire de sa concession samedi. Après 3 ans à m'exclure de son monde professionnel, cette exigence soudaine aurait dû déclencher tous les systèmes d'alarme de mon corps. Ils se sont bien déclenchés. J'ai simplement ignoré les avertissements parce que j'étais devenu très doué pour prétendre que tout allait bien. 2 jours plus tard, je me tenais dans un parking à minuit, tenant les clés de voiture que mon mari m'avait jetées à la poitrine, le regardant s'éloigner avec une autre femme. Et j'ai finalement arrêté de me mentir sur ce qu'était devenu mon mariage. Mais j'anticipe. Pour comprendre comment je me suis retrouvé dans ce parking, vous devez comprendre ce que j'étais avant ce moment. Vous devez voir la vie que je me suis convaincu de protéger, même si elle empoisonnait lentement tout ce que je touchais. Ma maison dans la banlieue du Connecticut semble sortie d'un magazine de décoration. Une clôture blanche qu'Édouard a insisté pour installer il y a 5 ans parce que les gens qui réussissent ont des clôtures blanches. Des hortensias qui fleurissent fidèlement chaque printemps parce que j'ai recherché la bonne composition du sol et le calendrier de fertilisation et que j'ai suivi les instructions avec la même précision que j'appliquais au bilan. Des murs intérieurs peints dans des tons neutres à la mode qu'Édouard a choisi pour impressionner les collègues qu'il ramenait occasionnellement pour des cocktails avant qu'il n'arrête de ramener qui que ce soit. Tout était soigné, tout était intentionnel, tout était conçu pour projeter une image de stabilité et de réussite qui n'avait rien à voir avec la réalité qui se déroulait à l'intérieur de ces murs soigneusement peints. Notre fille Olivia a 14 ans, brillante de cette manière discrète qui est souvent négligée dans un monde qui récompense le volume plutôt que la substance. Elle observe tout avec des yeux sombres qui ne manquent rien, absorbant les informations et tirant des conclusions qu'elle garde enfermées derrière un masque prudent d'indifférence adolescente. Il y a 2 mois, elle m'a demandé pourquoi papa ne dînait plus avec nous. Je lui ai donné l'explication standard sur son horaire de travail exigeant, sur les clients importants qui nécessitaient une attention en soirée, sur la façon dont les gens qui réussissent doivent parfois sacrifier le temps en famille pour des obligations professionnelles. Elle m'a regardé avec une expression bien trop savante pour une jeune fille de 14 ans et n'a rien dit, ce qui m'a semblé pire que si elle avait directement contesté mes mensonges. Son silence était un jugement.
Son silence signifiait qu'elle comprenait que je protégeais une fiction à laquelle aucune de nous ne croyait plus. Notre fils, James, a 11 ans, encore ouvert et affectueux d'une manière que les garçons de son âge commencent à dépasser sous la pression sociale pour paraître dur et imperturbable. Il me serre dans ses bras quand il rentre de l'école et me raconte sa journée avec des détails enthousiastes sur les échanges de déjeuner, la politique de la cour de récréation et le roman que son professeur lit à voix haute pendant les moments calmes. Il y a 3 semaines, il a demandé pourquoi maman et papa ne rient pas ensemble comme les parents de son ami Mason. Je lui ai dit que les adultes deviennent simplement plus silencieux en vieillissant, que c'est normal et qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter, que l'amour change de forme avec le temps mais reste stable sous les changements de surface. Les mots avaient un goût de poison dans ma bouche même en les prononçant. Mes parents sont mariés depuis 47 ans et se tiennent toujours la main quand ils traversent l'épicerie. Ils finissent toujours les phrases l'un de l'autre, partagent des blagues privées et se regardent comme s'ils voyaient quelque chose de précieux que personne d'autre ne peut pleinement apprécier. Je sais à quoi ressemble un vrai partenariat. Je sais ce que l'on ressent quand l'affection durable est authentique plutôt que jouée. Et je sais avec une certitude absolue que ce qu'Édouard et moi avons n'est pas cela, et ne l'a pas été depuis plus longtemps que je ne veux le calculer. Mais admettre cette vérité signifiait reconnaître que j'avais perdu 15 ans à construire quelque chose qui s'effritait déjà sous mes pieds. Cela signifiait accepter que j'avais été si concentré sur le maintien de l'apparence du succès que j'avais ignoré les défaillances structurelles qui menaçaient de tout faire s'effondrer. Cela signifiait faire face à la réalité que j'étais devenu exactement comme les entreprises en faillite que je conseille. Celles qui continuent de fonctionner bien au-delà du point où toute analyse raisonnable recommanderait la fermeture. Celles qui s'accrochent au succès passé tout en ignorant le désastre présent. Le changement de comportement d'Édouard s'est produit si progressivement que j'ai pu me convaincre que j'imaginais les changements. Il y a 3 ans, il a cessé de m'inviter aux événements de la concession. Il prétendait que je mettais ses collègues mal à l'aise avec mes questions directes sur les pratiques de vente et les structures de commission, que le monde de l'automobile de luxe exigeait une aisance sociale que je ne possédais tout simplement pas, que ma tendance à la communication franche se heurtait à la danse subtile des ventes haut de gamme. J'ai accepté cette explication parce qu'elle correspondait à la façon dont je me voyais. Je suis plus à l'aise avec les tableurs qu'avec les cocktails. Je suis plus dans mon élément en analysant des états financiers qu'en naviguant dans des conversations futiles sur les handicaps de golf et les maisons de vacances dans les hantons. Je n'apprécie pas la performance de la richesse et du statut qui semble dominer le monde professionnel d'Édouard. Mais l'acceptation de son explication est devenue l'acceptation de mon exclusion, et l'exclusion est devenue l'invisibilité. Édouard a commencé à rester tard au travail plusieurs soirs par semaine, toujours avec des explications plausibles sur des clients difficiles ou des affaires importantes qui nécessitaient une attention supplémentaire. Il a commencé à mieux s'habiller, à porter de l'eau de Cologne que je ne lui avais pas achetée, à vérifier son téléphone avec une fréquence croissante et une transparence décroissante. Quand je lui demandais comment s'était passée sa journée, ses réponses devenaient vagues et méprisantes, comme si les détails de sa vie étaient trop compliqués ou trop importants pour que je les comprenne. Nos conversations se sont réduites à la logistique des horaires des enfants et à l'entretien de la maison. Le genre d'échange fonctionnel entre colocataires plutôt qu'entre partenaires qui restaient autrefois éveillés après minuit à parler de rêves, de peur et de l'avenir que nous construirions ensemble. J'ai remarqué tout cela. Je l'ai documenté mentalement de la même manière que je documente les irrégularités financières dans les comptes des clients. J'ai vu le schéma émerger, mais j'ai choisi de l'interpréter comme une évolution conjugale naturelle plutôt que comme un effacement systématique parce que l'alternative était trop effrayante à envisager. Édouard Brennan travaille chez Meridian Luxury Import, une concession qui s'adresse aux résidents les plus riches du Connecticut. Il vend des véhicules qui coûtent plus que ce que la plupart des familles gagnent en un an. Il porte des costumes sur mesure qui coûtent probablement plus cher que la berline d'occasion que je conduis pour les réunions avec mes clients. Il entretient des relations avec des membres de country club dont les noms apparaissent dans les journaux d'affaires et les pages mondaines. Il parle couramment le langage de l'aspiration et de l'exclusivité, convainquant les clients que la bonne automobile élèvera non seulement leurs moyens de transport, mais aussi leur statut social tout entier. Autrefois, je trouvais cette compétence impressionnante. Maintenant, je la reconnais comme une manipulation exercée appliquée à tous ceux qu'il rencontre, y compris sa propre femme. Il me vend une version de notre mariage de la même manière qu'il vend des véhicules de luxe, en mettant l'accent sur les caractéristiques auxquelles je veux croire tout en dissimulant soigneusement les défauts qui me feraient douter de la valeur de ce que j'obtiens. Et j'ai tout acheté. Pendant 15 ans, j'ai cru chaque mot. Jeudi soir, Édouard est entré dans mon bureau à domicile où je terminais une analyse financière pour un client à Stanford. Il portait encore ses vêtements de travail,
le costume anthracite qui lui donnait l'air de fréquenter les salles de conseil plutôt que les salles d'exposition. Les chaussures en cuir italien qu'il insistait être des nécessités professionnelles plutôt que des achats de vanité. Il se tenait dans l'embrasure de la porte avec cette expression soigneusement neutre qu'il utilise quand il veut quelque chose mais ne veut pas révéler à quel point c'est important pour lui. « Tu dois venir au gala d'anniversaire de la concession ce samedi », a-t-il dit. Pas une invitation, pas une demande, une exigence livrée comme un fait établi. J'ai levé les yeux de mon tableur sur l'écran de mon ordinateur. Quelque chose dans son ton a fait se serrer mon estomac avec un avertissement instinctif. « Pourquoi ?» ai-je demandé, essayant de garder ma voix décontractée même si mon pouls avait commencé à s'accélérer avec une alarme que je ne pouvais pas tout à fait justifier. « Pourquoi maintenant, après 3 ans ? La femme du directeur général sera là, a-t-il dit comme si cela expliquait tout. Ça fait meilleure impression si nous venons en couple. Tu comprends ? Je ne comprenais pas, mais j'ai hoché la tête quand même parce que c'est ce que j'avais appris à faire en 15 ans de mariage. Accepter les non-explications et prétendre qu'elles ont un sens. Avaler les questions qui pourraient créer un conflit. Maintenir la fiction que tout va bien parce que reconnaître les problèmes signifie faire quelque chose pour y remédier. Et faire quelque chose à leur sujet signifie affronter des vérités que je n'étais pas prête à affronter. Alors, j'ai accepté d'assister au gala. J'ai accepté de mettre une robe et de sourire à côté de mon mari et de prétendre que nous étions le partenariat que nous avions cessé d'être il y a des années. J'ai accepté parce que refuser aurait nécessité d'admettre que quelque chose n'allait pas de manière catastrophique, et je n'étais pas encore prête pour cette admission. J'aimerais pouvoir dire que j'ai senti le danger qui m'attendait à cet événement. Mais la vérité est plus simple et plus pathétique. J'étais simplement reconnaissante qu'Edouard veuille que je sois là. Qu'après 3 ans d'exclusion, j'étais enfin invité à nouveau dans son monde professionnel, même si l'invitation venait comme une exigence plutôt qu'un désir. 2 jours plus tard, tout ce que j'avais prétendu ne pas voir deviendrait impossible à ignorer. Samedi soir est arrivé avec le genre de temps d'automne parfait qui fait ressembler le Connecticut à une carte postale. Ciel clair, air vif, feuilles devenant dorées et pourpres de cette manière précise que les agents immobiliers photographient pour les annonces de propriétés de luxe. Édouard a passé 40 minutes à se préparer, ajustant sa cravate 3 fois et appliquant de l'eau de Cologne avec plus de soin que je ne l'avais vu prendre avec son apparence depuis des mois. Je l'ai observé depuis l'embrasure de la chambre et j'ai ressenti cette oppression familière dans ma poitrine que j'avais appris à ignorer. La manifestation physique d'instinct que je refusais de reconnaître. Je portais la robe en soie bleu marine que j'avais achetée il y a 3 ans pour le mariage d'un client. C'était le plus beau vêtement que je possédais. Élégante d'une manière intemporelle qui ne se démode pas parce qu'elle n'a jamais été vraiment à la mode pour commencer. Je l'ai assortie de bijoux simples et de talons pratiques qui ne me laisseraient pas boiter à la fin de la soirée. Quand je me suis regardé dans le miroir, j'ai vu quelqu'un de professionnel et de présentable. Quand j'ai regardé Édouard dans son costume sur mesure et ses chaussures en cuir italien, j'ai vu quelqu'un qui appartenait à un monde entièrement différent. Le trajet jusqu'au Brookfield Country Club a duré 30 minutes à travers des rues de banlieue bordées de maisons qui augmentaient en taille et en splendeur à mesure que nous nous approchions de notre destination. Édouard conduisait en silence, vérifiant son téléphone au feu rouge avec le genre d'attention concentrée qui suggérait que les messages qu'il lisait comptaient plus que tout ce qui se passait dans la voiture avec sa femme. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai essayé de me souvenir de la dernière fois où nous avions conduit quelque part ensemble sans les enfants comme tampon entre nous. Je ne pouvais me souvenir d'aucun cas au cours de la dernière année. Le Brookfield Country Club existe dans une réalité économique différente de celle que j'habite. Le bâtiment lui-même est un monument à la richesse héritée, conçu pour intimider quiconque n'est pas né en comprenant les codes et les coutumes du privilège établi. Des murs lambrissés d'acajou affichaient des photographies de membres des générations passées, tous blancs et riches et portant des expressions qui suggéraient qu'ils n'avaient jamais remis en question leur droit d'occuper des espaces exclusifs. Des lustres en cristal projetaient une lumière chaude sur des sols en marbre poli jusqu'à un éclat miroir. L'air sentait le parfum cher et le vieil argent, cette combinaison particulière de cuir, de cire à bois et de suffisance qui semble imprégner les établissements où l'adhésion nécessite à la fois une richesse substantielle et les bonnes connexions ancestrales. Je me suis senti immédiatement, viscéralement, déplacé. Ma robe, qui m'avait semblé parfaitement appropriée quand je l'ai enfilée à la maison, paraissait maintenant miteuse à côté des robes de créateurs qui m'entouraient. Les femmes portaient des vêtements qui coûtaient plus que le paiement hypothécaire mensuel de la plupart des gens, des bijoux qui nécessitaient des assureurs, des chaussures qui étaient probablement faites sur mesure dans des ateliers italiens dont je n'avais jamais entendu parler.
Elle se déplaçait dans l'espace avec la confiance de personnes qui assistaient à des événements comme celui-ci depuis l'enfance, qui comprenaient instinctivement quelle fourchette utiliser, quel sujet était approprié pour une conversation polie et comment rire à des blagues qui n'étaient pas réellement drôles mais servaient une fonction sociale que je ne comprenais pas. Édouard s'est transformé au moment où nous avons franchi ses portes. Ce n'était pas un changement progressif, mais une métamorphose immédiate et complète, comme regarder quelqu'un mettre un masque qu'il avait porté tant de fois qu'il lui allait plus confortablement que son vrai visage. Sa posture s'est redressée. Son sourire s'est élargi en quelque chose qui avait l'air authentique, mais qui semblait calculé. Sa voix a pris ce ton particulier qu'il utilise avec les clients riches, chaleureux et engageant et juste légèrement déférent, suggérant qu'il reconnaissait leur importance tout en impliquant qu'il était assez sophistiqué pour évoluer dans leur cercle en tant qu'égal plutôt qu'en tant que serviteur. Il a parcouru la salle avec une efficacité étudiée, passant d'un groupe à l'autre avec le timing de quelqu'un qui comprend exactement combien de temps rester dans chaque conversation avant de passer à l'opportunité suivante. Je le suivais légèrement derrière lui comme un accessoire qu'il avait emmené à contre-cœur, souriant poliment à des gens dont j'oubliais le nom à l'instant où je l'entendais. Édouard me présentait de la même manière à chaque fois. Voici ma femme, Catherine. Elle fait de la comptabilité pour de petites entreprises. La formulation était délibérée. Non pas du conseil financier, non pas de la restructuration d'entreprise. De la comptabilité, un mot qui suggérait que je m'asseyais dans de petits bureaux pour aider les commerçants à équilibrer leurs caisses plutôt que d'analyser des structures financières complexes pour des entreprises avec des revenus de plusieurs millions de dollars. J'aurais dû le corriger. J'aurais dû expliquer que je dirige un cabinet de conseil Prosper spécialisé dans l'analyse et la restructuration financière des entreprises. Mais je n'ai rien dit parce que corriger Édouard devant ses collègues me semblait être le début d'une dispute pour laquelle je n'avais pas l'énergie. Et parce qu'une partie de moi avait intériorisé son évaluation selon laquelle mon travail n'était pas assez impressionnant pour mériter une description précise. La salle de bal se remplissait régulièrement à mesure que de nouveaux invités arrivaient. J'ai accepté un verre de vin d'un serveur qui passait et me suis positionné près d'une colonne décorative où je pouvais observer sans être obligé de participer. Édouard s'était déjà éloigné de moi, absorbé dans une conversation avec un groupe d'hommes portant des costumes qui coûtaient probablement plus cher que ma voiture. Ils ont ri à quelque chose qu'il a dit, et je les regardais rayonner de la validation d'être accepté dans leur cercle, d'être traité comme s'il appartenait à des gens dont la richesse éclipsait la sienne. Puis elle est entrée et tout a changé. Vanessa Whitmore n'est pas simplement entrée dans la salle de bal. Elle a capté son attention avec le genre de confiance sans effort qui vient de ne jamais, une seule fois dans votre vie entière, douter de votre place quelque part. Elle était magnifique de cette manière soigneusement construite qui nécessite à la fois un avantage génétique et un investissement financier substantiel. Ses cheveux tombaient en vagues parfaites qui ne pouvaient être obtenues que par un coiffage professionnel. Sa robe était clairement conçue sur mesure plutôt qu'achetée en magasin, épousant son corps avec la précision que seule la couture sur mesure peut atteindre. Ses bijoux scintillaient de pierres authentiques qui captaient la lumière des lustres et la renvoyaient avec un éclat calculé. Mais ce qui m'a le plus frappé, ce n'était pas son apparence. C'était la transformation immédiate d'Édouard quand il l'a repéré. Son visage tout entier a changé. Le masque professionnel qu'il portait depuis notre arrivée est tombé, remplacé par quelque chose de brut et de sans défense. Son expression s'est illuminée d'une intensité que je n'avais pas vue diriger vers moi depuis des années, peut-être jamais. Il a regardé Vanessa Whitmore de la manière dont j'avais toujours espéré que quelqu'un me regarderait, de la manière que les films romantiques promettaient possible si on trouvait la bonne personne. Il l'a regardée comme si elle était la seule personne dans la pièce qui comptait. Ils ont gravité l'un vers l'autre comme des aimants, traversant la salle de bal avec l'inévitabilité d'objets suivant des lois naturelles. Quand ils se sont rencontrés, Vanessa a posé sa main sur le bras d'Édouard avec une intimité désinvolte, et il s'est penché pour entendre quelque chose qu'elle a dit d'une voix trop basse pour que quiconque d'autre l'entende. Ils ont ri ensemble, et c'était le genre de rire authentique qui vient d'une compréhension partagée plutôt que d'une obligation sociale. Je suis resté près de ma colonne décorative et j'ai regardé mon mari tomber en conversation avec une autre femme comme si je n'existais pas. Comme si les 15 dernières années ne s'étaient jamais produites, comme si nos 2 enfants, notre hypothèque et notre histoire commune étaient des détails sans importance qui pouvaient être écartés lorsque quelque chose de plus intéressant apparaissait. Édouard s'est finalement souvenu que j'existais et a amené Vanessa pour les présentations. « Voici Catherine », a-t-il dit, me désignant avec le même enthousiasme qu'il pourrait utiliser pour montrer un meuble. Pas « ma femme Catherine ». Pas « Catherine Brennan qui dirige un cabinet de conseil Prosper ». Juste « Catherine »,
comme si j'étais une connaissance lointaine plutôt que la femme avec qui il était marié depuis 15 ans. Ravi de vous rencontrer, a dit Vanessa avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Sa main était toujours sur le bras d'Edouard, et j'ai remarqué qu'elle portait un bracelet qui coûtait probablement plus que tout ce que je possédais. J'ai appris par des bribes de conversations entendues au cours de l'heure suivante que Vanessa Whitmore représentait une richesse générationnelle qui éclipsait même les fortunes substantielles présentes dans cette salle. Sa famille possédait la Whitmore Development Corporation, un empire immobilier s'étendant sur tout le corridor nord-est. Elle était récemment divorcée de son deuxième mari, cherchant apparemment des distractions, et avait développé un intérêt pour les véhicules de luxe qui l'amenait fréquemment chez Meridian Import, où Edouard était son conseiller de vente personnelle. Conseiller de vente personnelle. La phrase a résonné dans ma tête avec des implications que je n'étais pas tout à fait prête à examiner. La soirée s'est détériorée à partir de là avec la lente inévitabilité d'un accident de voiture que l'on voit venir mais que l'on ne peut empêcher. Edouard et Vanessa ont disparu ensemble 2 fois. Chaque absence était soigneusement mise en scène pour paraître innocente, mais ne trompait absolument personne qui prêtait attention. La première fois, Edouard a prétendu qu'il devait discuter des spécifications de sa nouvelle commande de véhicule et qu'il sortirait sur la terrasse où il pourrait parler sans le bruit de la salle de bal. Ils sont partis 25 minutes. Quand ils sont revenus, le rouge à lèvres de Vanessa était légèrement bavé, et la cravate d'Edouard avait été desserrée d'une manière qui suggérait que des mains autres que les siennes avaient été impliquées dans son ajustement. La deuxième disparition a eu lieu près du bar. Edouard a dit quelque chose à propos d'aller chercher de nouvelles boissons et Vanessa a ri et a dit qu'elle l'aiderait à les ramener. Cela aurait dû prendre 3 minutes. Cela en a pris 20. Je suis resté seul près de ma colonne décorative, sirotant le même verre de vin que je tenais depuis 1 heure, prétendant ne pas remarquer les regards de pitié des autres épouses ou les conversations chuchotées qui s'arrêtaient brusquement quand je me déplaçais à portée de voix. Une femme m'a regardé avec une sympathie sincère avant que son mari ne l'éloigne rapidement, manifestement peu disposée à s'impliquer dans le drame conjugal de quelqu'un d'autre. J'ai appris plus tard qu'elle s'appelait Margaret Ashford, et qu'elle jouerait un rôle inattendu dans ce qui allait suivre. Mais à ce moment-là, elle n'était qu'un autre témoin de mon humiliation publique. La soirée avait pris une qualité surréaliste, comme si j'observais la vie de quelqu'un d'autre s'effondrer de très loin. J'ai observé avec un étrange détachement clinique à quel point mon mari affichait publiquement et complètement sa préférence pour une autre femme. J'ai envisagé de partir. Je pouvais appeler un service de voiture. Je pouvais simplement sortir de cette salle de bal et ne jamais regarder en arrière. Mais une partie obstinée de moi refusait de donner cette satisfaction à Edouard. Refusait de m'éclipser comme si j'avais fait quelque chose de mal. Refusait de le laisser réécrire ce récit comme si j'étais le problème plutôt que la victime. Alors je suis resté. Je suis resté près de ma colonne et j'ai regardé mon mariage se terminer en temps réel pendant que les lustres en cristal scintillaient au-dessus de nous, que les serveurs circulaient avec des hors-d'œuvre coûteux et que tout le monde prétendait ne pas remarquer ce qui se passait. À 23 heures, alors que l'événement se terminait et que les invités commençaient à prendre leur manteau et à se dire au revoir, Edouard s'est approché de moi avec Vanessa à ses côtés. Son expression portait un mélange d'excitation et de quelque chose d'autre que je ne pouvais pas identifier immédiatement. Peut-être de la culpabilité, peut-être du triomphe, peut-être une simple indifférence à la façon dont ce moment pourrait affecter la femme qu'il avait promis d'aimer et d'honorer 15 ans auparavant. Il a mis la main dans sa poche, a sorti ses clés de voiture et me les a jetées avec une désinvolture méprisante. Elles ont heurté ma poitrine avant que je ne les attrape par réflexe. Le métal était froid et lourd contre mes paumes. « Débrouille-toi pour rentrer », a dit Edouard. Sa voix était délibérément assez forte pour que plusieurs couples à proximité se tournent pour observer ce rejet public. Vanessa me propose de me montrer sa nouvelle propriété à Greenwich. Ça pourrait être important pour les affaires, tu comprends? Il a souri, mais ce n'était pas pour moi. C'était pour le bénéfice de quiconque pouvait regarder. Une performance de confiance et de pouvoir, une démonstration qu'il avait trouvé quelque chose de mieux, et que je n'étais plus nécessaire. Vanessa a ri. Le son était cristallin et cruel. Je suis sûr que tu peux t'en sortir, Catherine. Tu es très douée pour les questions pratiques. Sa main était déjà sur le bras d'Edouard dans un geste de possession plutôt que de contact désinvolte. Ils se sont retournés et sont partis ensemble vers la sortie du parking. Edouard n'a pas regardé en arrière. Pas une seule fois. Le parking m'a soudain semblé immense et vide bien qu'il soit rempli de véhicules coûteux. Je suis resté là, tenant ses clés de voiture,
regardant mon mari depuis 15 ans monter dans le Range Rover personnalisé d'une autre femme sans un regard en arrière, et j'ai senti quelque chose de fondamental se briser en moi. Pas bruyamment ou de façon spectaculaire, mais tranquillement, comme de la glace qui se fissure sur un lac gelé. Invisible jusqu'à ce que vous soyez déjà en train de tomber à travers. J'ai ramené la voiture d'Edouard à la maison à travers des rues de banlieue vides à minuit, mes mains tremblant sur le volant. Les lumières du tableau de bord projetaient des ombres dures sur mon visage dans le rétroviseur, et je reconnaissais à peine la femme qui me regardait. Elle avait l'air plus dure, plus vieille, plus dangereuse que la personne qui s'était habillée pour une fête quelques heures plus tôt. La rage était là, chaude et immédiate, brûlant dans ma poitrine comme si j'avais avalé quelque chose de caustique. Mais en dessous, quelque chose de plus froid se formait déjà, quelque chose d'analytique et de précis. La partie de mon cerveau qui résout les problèmes commençait à se réveiller, triant ce qui venait de se passer et le cataloguant comme des preuves dans un dossier. Parce que c'est ce que c'était devenu. Une affaire. Mon mariage n'était plus une relation à sauver, mais une fraude à enquêter et à documenter. La maison était complètement sombre quand je suis arrivé dans l'allée, silencieuse d'une manière qui semblait délibérée plutôt que paisible. Je suis resté assise dans la voiture pendant une minute entière avant de pouvoir me décider à entrer, fixant la clôture blanche qu'Edouard avait insisté pour que nous installions il y a 5 ans parce que les gens qui réussissent ont des clôtures blanches. Les hortensias que j'avais plantées, fertilisées et arrosées avec une précision minutieuse. La peinture extérieure que j'avais choisie parmi des dizaines d'échantillons pour obtenir exactement la bonne nuance de chaleur accueillante. Tout cela ressemblait soudain à un décor. Une scène soigneusement construite conçue pour projeter une image qui n'avait rien à voir avec la réalité qui pourrissait à l'intérieur. Quand je suis finalement entré, le vide m'a frappé immédiatement. Olivia et James passaient le week-end chez mes parents. J'avais arrangé cela moi-même il y a 2 semaines, pensant qu'il serait agréable pour les enfants de passer un moment spécial avec leurs grands-parents pendant qu'Edouard et moi assistions à son événement professionnel. Maintenant, le timing semblait suspectement pratique. Edouard savait que les enfants seraient absents ce soir. Il savait, en faisant ses plans avec Vanessa, que notre fille et notre fils ne seraient pas à la maison pour assister à mon retour seul et humilié. Le calcul de tout cela a envoyé de nouvelles vagues de rage à travers mon corps. Ce n'était pas une erreur spontanée, un moment de faiblesse qu'il pourrait plus tard prétendre regretter. C'était délibéré, méthodique, une performance mise en scène pour un impact maximal avec un minimum de conséquences pour son confort. Edouard avait planifié cela. Il avait orchestré mon humiliation publique avec la même attention aux détails qu'il appliquait à la conclusion de vente à haute commission. Et cette prise de conscience a changé quelque chose de fondamental dans la façon dont je comprenais l'homme avec qui j'étais marié depuis 15 ans. Je suis allé à mon bureau à domicile et j'ai allumé toutes les lumières. J'ai fait du café assez fort pour décaper de la peinture. Et puis j'ai fait ce que je fais de mieux. J'ai commencé à enquêter. Edouard et moi avions des comptes joints pour les dépenses du ménage. C'était une pratique financière standard pour les couples mariés, et je ne l'avais jamais remise en question parce que je lui faisais confiance. Cette confiance, je le reconnaissais maintenant avec une clarté amère, avait été catastrophiquement mal placée. Mais nous avions aussi des comptes personnels. Edouard avait son propre compte chèque lié à ses revenus de commission de Méridian, et j'avais le mien pour les revenus de mon cabinet de conseil. Je n'avais jamais examiné de près ses comptes personnels, partant du principe que ses revenus couvraient sa garde-robe professionnelle et les frais de représentation de ses clients, et que la façon dont il gérait ses fonds était son affaire tant qu'il contribuait sa part à notre budget familial. Cette hypothèse avait été une erreur. J'ai commencé par nos relevés de cartes de crédit jointes, téléchargeant 3 ans d'historique de transactions et créant des tableurs qui classaient chaque dépense par commerçant, date et montant. C'est un travail que je fais régulièrement pour les clients, identifiant les habitudes de dépenses et suivant où l'argent va réellement par rapport à où il est censé aller. Le processus est méthodique et demande de la patience, mais les schémas émergent rapidement pour quelqu'un formé à les voir. Le premier schéma est apparu en 20 minutes. Des frais réguliers à l'auberge de Brookfield, apparaissant chaque vendredi après-midi au cours des 8 derniers mois, toujours pour le même montant, 275 $. J'ai consulté le site web de l'hôtel et vérifié leurs tarifs de chambre. Suite premium. Arrivé le vendredi après-midi. Le moment et le montant correspondaient exactement. Chaque vendredi pendant 8 mois, Edouard avait loué une chambre d'hôtel. Pendant que je pensais qu'il travaillait tard ou rencontrait des clients ou faisait ce qu'il prétendait le retenir à la concession après les heures normales de bureau. Il était en fait à 20 minutes de là, dans une suite d'hôtel qui coûtait 275 $ pour quelques heures d'intimité.
J'ai additionné les frais. 8 mois, environ 32 semaines, près de 9 000 $ dépensés en chambre d'hôtel. Mais ce n'était que le début. En continuant à construire mon tableur, d'autres schémas ont émergé. Des frais de restaurant chers les soirs où Édouard prétendait travailler tard, des endroits où je n'étais jamais allé, des repas que je n'avais jamais partagés. De multiples achats dans des bijouteries. J'ai croisé les dates avec mon propre calendrier et j'ai confirmé que je n'avais reçu aucun cadeau à aucune de ces dates. Pas de cadeau d'anniversaire, pas de cadeau d'anniversaire de mariage, pas de marque d'affection aléatoire. Édouard avait acheté des bijoux pour quelqu'un d'autre en utilisant notre carte de crédit jointe, en utilisant l'argent du compte auquel je contribuais avec les revenus de mon cabinet de conseil, de l'argent qui aurait dû être destiné aux dépenses du ménage ou à l'épargne pour l'avenir de nos enfants. Puis j'ai trouvé le débit de la boutique Laméon. 4 000 $. Il y a 3 semaines. J'ai cherché le magasin. Vêtements pour femmes exclusifs, pièces de créateurs haut de gamme, couture sur mesure disponible. J'ai pensé à la robe que Vanessa portait ce soir-là. À quel point elle lui allait parfaitement, à quel point elle était clairement chère. Édouard avait acheté à sa maîtresse une robe à 4 000 $ en utilisant notre carte de crédit jointe. La rage qui m'a envahi à ce moment-là était presque physique, comme quelque chose avec du poids et de la chaleur qui appuyait contre ma cage thoracique. Mais je me suis forcé à rester concentré, à continuer de documenter, à monter le dossier, parce que c'est ce que c'était devenu. Un dossier contre mon mari pour fraude, vol et trahison systématique qui allait bien au-delà de la simple infidélité. Ensuite, j'ai consulté le compte chèque personnel d'Édouard. Il gardait ses identifiants de connexion dans le tiroir de son bureau, écrits sur un pense-bête glissé à l'intérieur d'un vieil agenda qu'il n'utilisait plus. Édouard n'était pas sophistiqué en matière de sécurité numérique, croyant apparemment que ses affaires, tant romantiques que financières, étaient trop peu importantes pour que quiconque se donne la peine d'enquêter. C'était une autre erreur. Le compte chèque a révélé des virements mensuels à quelque chose appelé VW Holdings LLC. 5 000 $ par mois au cours des 7 derniers mois. 35 000 $ au total. VW Holdings. Les initiales ont immédiatement fait tilt. Vanessa Whitmore Holdings. Édouard avait effectué des paiements directs à une société contrôlée par sa maîtresse. Des virements mensuels réguliers qui ressemblaient à des dépenses professionnelles légitimes, mais qui étaient clairement tout autre chose. J'ai passé les 2 heures suivantes à plonger dans les registres des sociétés et les déclarations commerciales, traquant chaque information publiquement disponible sur VW Holdings LLC. La société était enregistrée dans le Connecticut en tant que cabinet de conseil en affaires. L'agent principal était Vanessa Whitmore. L'objet social était de fournir des services de conseil stratégique aux professionnels de la vente automobile cherchant à élargir leur clientèle parmi les particuliers fortunés. La description était parfaite, assez vague pour paraître légitime, assez spécifique pour justifier pourquoi un directeur des ventes automobiles paierait pour de tels services. C'était une histoire de couverture conçue pour dissimuler des paiements qui n'avaient rien à voir avec le conseil en affaires et tout à voir avec le paiement pour l'accès à une femme qui avait transformé ses liaisons en une entreprise rentable. Vanessa avait monétisé sa relation avec Édouard. Elle avait créé une société écran spécifiquement conçue pour collecter des paiements de sa part tout en donnant l'apparence de transactions commerciales légitimes. Et Édouard avait été suffisamment épris, ou peut-être suffisamment désespéré pour maintenir l'accès à sa richesse et à ses relations sociales, qu'il avait volontairement mis en faillite nos finances familiales pour financer cet arrangement. La qualité professionnelle de l'arnaque était presque impressionnante. Si elle n'avait pas détruit ma famille, j'aurais pu admirer sa sophistication. Mais je n'avais pas fini d'enquêter. J'ai ensuite consulté nos relevés de compte d'épargne, et ce que j'ai trouvé a fait trembler à nouveau mes mains. Le compte sur lequel j'avais régulièrement cotisé au cours des 8 dernières années, construisant soigneusement un coussin financier pour les urgences et l'éducation future de nos enfants, avait été systématiquement vidé. Édouard avait effectué des retraits, des gros. 5 000 ici, 7 000 là, 10 000 en une seule transaction le mois dernier. J'ai croisé les dates de retrait avec les virements à VW Holdings. Elles correspondaient parfaitement. Édouard avait puisé dans l'épargne familiale pour effectuer ses paiements mensuels à la société de Vanessa. Le fonds d'études de nos enfants. L'argent que j'avais sacrifié, épargné et soigneusement investi. Disparu. Transféré à une société écran appartenant à une femme qui considérait mon mari comme rien de plus qu'une cible dans une escroquerie financière élaborée. Mais la découverte qui m'a glacé le sang est venue lorsque j'ai trouvé les documents hypothécaires dans notre classeur.
Je cherchais nos documents hypothécaires originaux pour vérifier quelque chose. Et j'ai trouvé une deuxième série de documents que je n'avais jamais vus auparavant. Une ligne de crédit sur valeur domiciliaire. 25 000 $ empruntés sur notre maison il y a 6 mois. Ce type d'emprunt nécessite le consentement du conjoint. Les deux noms sur le titre de propriété doivent signer. J'ai regardé la page de signature et j'ai vu mon nom écrit d'une écriture proche de la mienne, mais pas tout à fait correcte. J'ai sorti d'autres documents avec ma signature réelle, déclaration de revenus, documents juridiques de la constitution de mon entreprise, l'acte de propriété de notre maison lorsque nous l'avons acheté il y a 15 ans. Je les ai disposés côte à côte et j'ai comparé. La contrefaçon était évidente une fois que je savais où la chercher. La signature sur les documents hypothécaires était légèrement trop grande. La boucle du C majuscule était incorrecte. L'inclinaison ne correspondait pas tout à fait à mon écriture naturelle. Quelqu'un s'était entraîné à écrire mon nom et s'en était assez approché pour tromper un agent de crédit qui n'avait aucune raison de le remettre en question, mais pas assez pour me tromper quand je regardais attentivement. Édouard avait falsifié ma signature sur des documents légaux pour contracter un prêt sur notre maison sans ma connaissance ni mon consentement. Ce n'était pas seulement de la trahison. C'était de la fraude. Une fraude criminelle qui pouvait avoir des conséquences juridiques au-delà de la procédure de divorce. Je me suis rassise dans ma chaise de bureau et j'ai regardé les documents étalés sur mon bureau, relevés bancaires, relevés de cartes de crédit, déclarations de société, documents hypothécaires. Ensemble, ils racontaient une histoire complète de trahison financière systématique s'étalant sur au moins 18 mois, peut-être plus. Édouard avait transféré environ 180 000 $ à sa maîtresse et à sa société écran. Il avait vidé notre compte d'épargne. Il avait liquidé des investissements destinés à l'éducation de nos enfants. Il avait contracté une deuxième hypothèque illégale sur notre maison en utilisant des documents falsifiés. Et il avait fait tout cela tout en maintenant la fiction qu'il était le principal soutien de famille, tout en minimisant mes contributions à notre ménage, tout en me présentant comme quelqu'un qui fait de la comptabilité plutôt que quelqu'un qui dirige un cabinet de conseil financier prospère. Le ciel commençait à s'éclaircir derrière la fenêtre de mon bureau. J'avais été éveillé toute la nuit, créant des tableurs, traquant les flux d'argent et rassemblant des preuves. Mon café était devenu froid il y a des heures. Mes yeux brûlaient d'avoir regardé des écrans d'ordinateur et des documents imprimés. Mais j'avais ce dont j'avais besoin. Un tableau financier complet de la trahison d'Édouard. Une documentation qui ne pouvait être ni contestée ni expliquée. Des preuves qui tiendraient devant un tribunal lorsque je demanderais le divorce et exigerais qu'il rende des comptes pour ce qu'il avait fait. Édouard m'avait jeté ses clés de voiture à la poitrine et m'avait dit de trouver mon propre chemin pour rentrer. Il était parti avec une autre femme sans un regard en arrière, confiant que j'accepterais cette humiliation et disparaîtrais tranquillement de sa vie sans causer de problème. Il avait fait une erreur de calcul catastrophique. Parce que j'avais trouvé mon chemin pour rentrer. Et maintenant, j'allais démanteler systématiquement tout ce qu'il pensait avoir construit avec Vanessa Whitmore, en utilisant ses propres crimes documentés comme arme contre lui. À 7 heures du matin, mon téléphone a sonné. Je n'avais pas dormi. J'étais toujours assise à mon bureau, entourée de relevés bancaires imprimés et de tableurs, mes yeux brûlants après des heures à regarder des documents financiers, mon café refroidi depuis longtemps. L'identifiant de l'appelant affichait le numéro d'Édouard. Je l'ai laissé sonner 3 fois avant de répondre, me forçant à prendre de lentes respirations et à composer ma voix pour qu'elle paraisse calme. Comme si je n'avais pas passé la nuit entière à documenter son vol systématique au sein de notre famille. Catherine, j'ai besoin que tu transfères 50 000 $ de ton compte professionnel à mon compte chèque personnel aujourd'hui, a dit Édouard sans préambule. Pas de salutation, pas d'excuse pour m'avoir jeté les clés de voiture à la poitrine dans un parking plein de témoins. Aucune reconnaissance du fait qu'il m'avait abandonné lors d'un événement public et passé la nuit avec une autre femme. Juste une demande d'argent, livrée comme si demander cette somme équivalait à me demander de faire les courses. C'est urgent, a-t-il continué quand je n'ai pas répondu immédiatement. Une opportunité commerciale qui ne peut pas attendre. L'audace était si stupéfiante que j'ai failli rire. Après tout ce qu'il avait fait, après l'humiliation publique et la trahison privée, après avoir vidé nos économies et falsifié ma signature sur des documents hypothécaires, il appelait pour exiger plus d'argent du compte professionnel que j'avais bâti par mon propre travail. De l'argent qui n'avait rien à voir avec lui, ses revenus ou sa vie chez Méridian Import. Quelle opportunité commerciale, ai-je demandé, gardant ma voix soigneusement neutre malgré la rage qui brûlait dans ma poitrine.
Vanessa propose d'investir dans une entreprise de location de véhicules de luxe que je lance, a dit Edouard, et je pouvais entendre l'excitation dans sa voix. La conviction qu'il était sur le point de faire quelque chose d'important. Mais j'ai besoin de capital pour montrer mon engagement. Elle met 500 000 $. Je dois apporter 10% pour garantir le partenariat. Elle l'escroquait. Elle continuait de l'escroquer, même maintenant, après qu'il lui ait déjà donné près de 200 000 $. Vanessa n'avait aucune intention d'investir quoi que ce soit. C'était l'extraction finale, le dernier retrait avant qu'elle ne disparaisse complètement et ne passe à sa prochaine cible. La prise de conscience s'est cristallisée avec une clarté parfaite. Edouard n'était pas seulement un mari infidèle. Il était une cible dans une opération d'escroquerie sophistiquée. Trop aveuglé par l'engouement et le désespoir pour reconnaître qu'il se faisait manipuler. Je devrais examiner le plan d'affaires et les documents de partenariat avant de transférer ce montant, ai-je dit, en maintenant mon ton professionnel. Envoie-les-moi et je prendrai ma décision. Il n'y a pas de temps pour ton analyse, Catherine, a dit Edouard, et je pouvais entendre l'irritation poindre dans sa voix. C'est l'occasion qui frappe à la porte. Soit tu es avec moi, soit tu es sur mon chemin. Je vois, ai-je dit doucement. Je prendrai ma décision bientôt. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre et j'ai immédiatement cherché les coordonnées de David Martinez. David était un avocat spécialisé dans la fraude conjugale et la protection des actifs. Il avait été un de mes clients 2 ans plus tôt, lorsque son petit cabinet avait rencontré des difficultés financières qui menaçaient de détruire tout ce qu'il avait construit. J'avais analysé ses livres, identifié où l'argent était gaspillé, restructuré ses pratiques de facturation et l'avait aidé à mettre en place des systèmes qui avaient transformé son cabinet en difficulté en une entreprise rentable. Il m'avait dit à l'époque que si j'avais un jour besoin d'aide juridique, il me rendrait l'appareil. J'ai appelé son téléphone portable à 7h15 du matin. Il a répondu à la 3e sonnerie, sa voix encore rauque de sommeil. David Martinez. David, c'est Catherine Brennan. J'ai besoin d'aide. Mon mari a systématiquement volé notre famille pour financer une liaison et j'ai besoin de quelqu'un qui se spécialise dans la fraude conjugale. Il y eut une brève pause, puis sa voix s'est aiguisée de concentration. Raconte-moi tout. J'ai passé 20 minutes à lui expliquer ce que j'avais découvert. Les frais d'hôtel, les achats de bijoux, les virements à VW Holdings, le compte d'épargne vidé, les documents hypothécaires falsifiés. David a écouté sans m'interrompre et je pouvais l'entendre taper des notes pendant que je parlais. Catherine, a-t-il dit quand j'ai fini, votre mari vient de vous donner une arme nucléaire. Laissez-moi passer quelques appels. Il a raccroché et je me suis rassise dans ma chaise, sentant quelque chose qui aurait pu être de l'espoir commencer à rivaliser avec la rage qui m'avait alimenté pendant la longue nuit. David a rappelé 3 heures plus tard. J'ai quelqu'un que vous devez rencontrer, Thornhill. C'est une experte comptable judiciaire, la meilleure du Connecticut pour découvrir des actifs cachés et des fraudes financières. Elle a accepté de jeter un œil à votre cas pour me faire une faveur. Pouvez-vous vous rencontrer chez vous dans 1 heure? Andrea Thornhill est arrivée à midi, portant une mallette en cuir et un iPad. Elle avait la quarantaine, était habillée de manière professionnelle avec des yeux vifs qui ont immédiatement commencé à cataloguer les détails de ma maison et de mon comportement. David était venu avec elle, et ils se sont assis ensemble à ma table de cuisine pendant que je leur présentais toute la documentation que j'avais rassemblée. Andrea a travaillé en silence pendant près d'1 heure, prenant occasionnellement des notes ou posant des questions de clarification sur des transactions spécifiques. David la regardait avec l'expression de quelqu'un qui a déjà vu ce processus et sait attendre patiemment l'analyse de l'expert. Finalement, Andrea a levé les yeux des documents étalés sur ma table. Son expression était passée d'un intérêt professionnel à quelque chose qui approchait une véritable indignation. C'est l'un des schémas de fraude financière conjugale les plus complets que j'ai rencontrés en 15 ans de pratique, a-t-elle dit. Votre mari a systématiquement épuisé les actifs matrimoniaux, commis un faux pour obtenir des prêts illégaux et transféré des sommes substantielles à ce qui semble être une société écran. N'importe laquelle de ces actions serait un motif suffisant pour des conditions de divorce favorables. Ensemble, elles représentent une fraude criminelle potentielle. Elle a fait une pause, tapotant un doigt contre une impression de l'enregistrement de la société VW Holdings. Mais il y a autre chose ici, a poursuivi Andrea. Ces paiements à VW Holdings, les montants, la régularité, l'histoire de couverture du conseil en affaires. J'ai déjà vu ce schéma exact, 2 fois en fait,
dans des cas sur lesquels j'ai travaillé au cours des 2 dernières années. Des victimes différentes, mais le même nom de société, le même agent principal répertorié. Vanessa Whitmore, ai-je dit. Oui. Je pense que la maîtresse de votre mari dirige une opération d'escroquerie en série ciblant les hommes mariés avec des revenus disponibles. Et si c'est vrai, il y aura d'autres victimes, d'autres hommes effectuant des paiements à la même société écran sous les mêmes faux prétextes. Andrea a ouvert son iPad et a commencé à chercher dans des bases de données auxquelles je n'avais pas accès, ses doigts se déplaçant rapidement sur l'écran. David et moi regardions en silence pendant qu'elle travaillait. Voilà, a dit Andrea après plusieurs minutes. VW Holdings LLC a reçu des paiements de plusieurs sources au cours des 2 dernières années. Je peux voir au moins 3 autres personnes effectuant des virements réguliers. Toutes sont liées à Meridian Luxury Import d'après les informations de compte que je peux consulter. Elle m'a regardé avec une expression qui était à la fois de la sympathie et une excitation professionnelle à l'idée de découvrir un stratagème de fraude complexe. Votre mari n'est pas spécial pour Vanessa Whitmore. Il est l'une des nombreuses cibles sur lesquelles elle mène cette arnaque simultanément. Elle cible les hommes d'âge moyen dans des postes de vente à haute commission. Des hommes ayant accès à des revenus importants mais sans la richesse générationnelle qu'elle possède. Des hommes qui sont sensibles à la flatterie de quelqu'un qu'ils perçoivent comme inaccessible. Elle initie des liaisons, introduit progressivement des opportunités d'investissement qui nécessitent des apports en capital, et extrait une valeur maximale avant de disparaître. Andrea a tourné son iPad pour que je puisse voir l'écran montrant les déclarations de revenus de VW Holdings. Mais voici l'erreur critique qu'elle a commise. VW Holdings a généré des revenus substantiels sans déposer les déclarations de revenus appropriées. Elle ne déclare pas ses paiements comme des revenus. C'est de l'évasion fiscale. Et les montants impliqués sont suffisamment importants pour déclencher de sérieuses pénalités de l'IRS. Elle a sorti une calculatrice et a commencé à faire des calculs. D'après ce que je peux voir, Vanessa Whitmore doit environ 250 000 $ d'arriérés d'impôts sur des revenus non déclarés, sans compter les pénalités et les intérêts qui doubleront probablement ce montant. Et les preuves sont minutieusement documentées dans les relevés bancaires et les déclarations de société. David s'est penché en avant. Pouvons-nous utiliser cela? Absolument, a dit Andrea. Nous déposons une demande de divorce avec des pièces financières complètes, mais nous déposons également une plainte pour fraude civile contre Vanessa Whitmore et VW Holdings, en nommant Edward comme coplaignant malgré son implication. Nous soutenons qu'il a été victime d'une fraude financière délibérée, et nous transmettons toute la documentation à l'IRS montrant les revenus non déclarés de sa société écran. Elle m'a regardé directement. Catherine, nous pouvons potentiellement récupérer une partie substantielle de l'argent que votre mari a transféré. Nous pouvons démontrer au tribunal des affaires familiales que vous poursuivez des recours légaux légitimes plutôt que d'agir par vengeance. Et nous pouvons nous assurer que Vanessa Whitmore subira les conséquences de la gestion d'une opération de fraude systématique. Combien de temps cela prendra-t-il, ai-je demandé. J'aurai besoin de 48 heures pour terminer mon enquête et compiler un rapport complet, a dit Andrea. David peut déposer les documents juridiques d'ici lundi matin. David a hoché la tête. La demande de divorce comprendra des pièces financières détaillées documentant l'hypothèque frauduleuse d'Edouard, l'épuisement non autorisé des actifs matrimoniaux et les paiements à la société de Vanessa. La plainte pour fraude civile exigera le remboursement intégral de tous les fonds transférés plus des dommages et intérêts. Et la documentation de l'IRS déclenchera un audit qui examinera toute la structure financière de Vanessa. Il a fait une pause, me regardant dans les yeux. Une fois que nous aurons mis cela en mouvement, il n'y aura pas de retour en arrière. Votre mari saura que vous avez tout découvert. Vanessa saura qu'elle a été démasquée. Ça va devenir moche. C'est déjà moche, ai-je dit. Ils ont rendu les choses moches quand ils m'ont jeté des clés de voiture dans un parking et sont partis ensemble. Je ne fais que documenter la laideur qu'ils ont créée. Andrea a commencé à ranger son matériel. J'aurai le rapport pour David d'ici dimanche soir. Il déposera tout lundi matin. Après leur départ, je suis resté seul dans ma cuisine et j'ai senti quelque chose changer en moi. La rage était toujours là, chaude et immédiate. Mais en dessous, quelque chose de plus froid et de plus concentré avait pris racine. Edouard et Vanessa m'avaient sous-estimé. Ils avaient supposé que j'accepterais l'humiliation tranquillement et que je disparaîtrais sans causer de problème. Ils étaient sur le point d'apprendre à quel point cette supposition était fausse. Lundi matin, David a déposé les documents. Pétition de divorce avec pièces financières complètes.
Plainte pour fraude civile contre Vanessa Whitmore et VW Holdings. Documentation transmise à l'IRS montrant une sous-déclaration systématique des revenus. Tout ce que j'avais assemblé pendant cette longue nuit blanche s'est maintenant transformé en une action en justice qui ne pouvait être ni annulée ni ignorée. J'ai passé le lundi à travailler de la maison, essayant de me concentrer sur les projets de mes clients, mais mon attention était constamment attirée par mon téléphone, attendant la réponse inévitable. Sachant qu'Edouard recevrait la notification de la demande de divorce dans quelques heures, sachant que Vanessa serait contactée par son avocat au sujet de la plainte pour fraude, sachant que tout ce que j'avais mis en branle déclencherait des conséquences que je pouvais anticiper, mais pas entièrement contrôler. Mardi matin est arrivé avec l'appel téléphonique d'Edouard à 6 heures. J'étais déjà réveillé, buvant du café dans ma cuisine et regardant l'aube se lever sur la clôture blanche qui semblait soudainement le symbole le plus pathétique d'une fausse sécurité imaginable. Catherine, sa voix était aiguë et tendue par la panique. L'avocat de Vanessa m'a contacté. Elle menace de me poursuivre pour diffamation et harcèlement. Elle dit que j'ai déformé notre relation d'affaires et qu'elle met fin à notre contrat de consultation immédiatement. J'ai besoin de ces documents montrant que les paiements étaient des dépenses professionnelles légitimes. J'ai besoin de preuves que VW Holdings fournissait réellement des services de conseil. J'ai pris une longue gorgée de café avant de répondre, laissant le silence s'étirer entre nous. Il n'y a pas de document qui montre cela, Edouard, parce que ce n'était pas une relation d'affaires légitime. Elle t'escroquait. De quoi tu parles? La panique dans sa voix s'intensifiait vers quelque chose qui aurait pu être de l'hystérie. Bien sûr que c'était légitime. Vanessa m'aidait à développer des relations avec des clients fortunés. C'est ce que couvrait le contrat de consultation. VW Holdings n'est pas un cabinet de conseil, ai-je dit, gardant ma voix calme et factuelle. C'est une société écran que Vanessa utilise pour collecter des paiements de plusieurs hommes sur lesquels elle mène la même opération. Tu as payé pour avoir accès à elle, déguisée en conseil en affaires, et elle a omis de déclarer ses revenus à l'IRS. J'ai demandé le divorce hier et j'ai inclus des accusations de fraude civile contre sa société et contre elle personnellement. L'IRS a reçu des copies de toute la documentation ce matin. Le silence qui a suivi était si profond que j'ai cru qu'il avait raccroché. Puis j'ai entendu sa respiration, rapide et superficielle. Le son de quelqu'un dont le monde s'effondrait en temps réel. Tu as fait quoi? Sa voix était tombée à un murmure à peine audible. Catherine, tu ne peux pas. Elle va me détruire. Sa famille a des relations partout. Ils vont ruiner ce qui reste de ma carrière. Ta carrière, ai-je demandé, et je n'ai pas pu retenir le tranchant dans ma voix. Tu m'as jeté des clés de voiture à la poitrine dans un parking plein de tes collègues et tu m'as dit de trouver mon propre chemin pour rentrer pendant que tu partais avec ta maîtresse. Tu as vidé les fonds d'études de nos enfants pour payer une femme qui te traitait comme un client. Tu as falsifié ma signature sur des documents hypothécaires et tu t'inquiètes pour ta carrière. Avant qu'il ne puisse répondre, mon téléphone a vibré avec un autre appel entrant. Margaret Ashford, la femme qui m'avait regardé avec sympathie au gala pendant que son mari l'éloignait rapidement de mon humiliation publique. Edouard, j'ai un autre appel, ai-je dit et j'ai déconnecté sans attendre sa réponse. Catherine, c'est Margaret Ashford. Nous nous sommes brièvement rencontrés samedi soir. Je me souviens. Merci d'appeler. Je vous appelle parce que mon mari Thomas vient de m'informer que Meridian Import a mis fin à l'emploi d'Edouard ce matin. La voix de Margaret était prudente, comme si elle choisissait chaque mot délibérément. Apparemment, quelqu'un a envoyé à la direction de la concession une documentation détaillée sur la relation d'Edouard avec une cliente, y compris des preuves qu'il acceptait des paiements de cette cliente en échange de la fourniture d'informations confidentielles sur la situation financière et les habitudes d'achat d'autres clients de la concession. C'est un motif de licenciement immédiat en vertu de son contrat de travail. Je n'avais pas envoyé cette information à Meridian, ce qui signifiait que quelqu'un d'autre l'avait fait. Quelqu'un qui connaissait la relation d'Edouard avec Vanessa et qui avait attendu le bon moment pour agir. Je vous remercie de me le faire savoir, ai-je dit. Catherine, il y a autre chose. Margaret a fait une pause et je pouvais l'entendre prendre une profonde respiration comme pour se préparer à partager quelque chose de difficile. Vanessa Whitmore a contacté mon mari ce matin dans une panique totale. Apparemment, les avocats de sa famille l'ont informé que la documentation que vous avez déposée auprès de l'IRS a déclenché un audit non seulement de VW Holdings, mais de toute la structure financière de Whitmore Development Corporation. Son père serait furieux. Il lui a coupé l'accès aux fonds familiaux jusqu'à ce que la situation soit résolue.
La famille Whitmore est très protectrice de sa réputation et très préoccupée par sa propre exposition fiscale. L'information s'est abattue sur moi avec un poids presque physique. La riche famille de Vanessa, source de sa confiance et de son sentiment d'invulnérabilité, l'avait abandonnée, l'avait coupée financièrement, la laissant affronter seule les conséquences de son opération de fraude. Elle demande à Thomas s'il connaît un moyen de faire disparaître la plainte, a poursuivi Margaret. Elle propose de rendre une partie de l'argent s'il accepte d'abandonner les charges et la notification à l'IRS. Mon mari lui a dit qu'il ne pouvait pas l'aider avec ça et lui a suggéré de parler à son avocat. Merci de me dire cela, Margaret. Catherine, vous devriez aussi savoir que plusieurs d'entre nous, les épouses, avons comparé nos notes depuis samedi soir. Vanessa a déjà fait ça à d'autres familles. Ce que vous faites en engageant des poursuites judiciaires, c'est protéger des gens qui pourraient autrement devenir ses prochaines victimes. Ne laissez personne vous dire que c'est vindicatif ou excessif. C'est une responsabilisation appropriée pour une fraude documentée. Après que Margaret ait raccroché, je suis restée assise dans ma cuisine, tenant mon café qui refroidissait, et j'ai ressenti quelque chose qui aurait pu être de la justification commencer à rivaliser avec l'épuisement qui s'était accumulé depuis samedi soir. Mercredi soir, Édouard est apparu chez nous. Je l'ai observé par la fenêtre alors qu'il garait sa voiture dans l'allée et y est resté assis plusieurs minutes avant de finalement sortir et de se diriger vers la porte d'entrée. Quand j'ai ouvert, j'ai à peine reconnu l'homme qui se tenait sur mon porche. Il avait visiblement vieilli en seulement 4 jours. Des cernes sombres sous ses yeux suggéraient qu'il n'avait pas dormi. Ses vêtements étaient froissés et dépareillés, ses cheveux non coiffés, son apparence habituellement méticuleuse complètement abandonnée. Sa confiance caractéristique avait été remplacée par quelque chose qui ressemblait à du désespoir mêlé à une peur sincère. « Catherine, s'il te plaît. Nous devons en parler raisonnablement. J'ai fait des erreurs, mais engager des poursuites et impliquer l'IRS, c'est vindicatif. Pense aux enfants. Je me suis écarté et je l'ai laissé entrer, mais je ne l'ai pas invité à s'asseoir. Nous nous tenions dans l'entrée comme des étrangers plutôt que comme des personnes qui avaient partagé une maison pendant 15 ans. Je pense aux enfants, Édouard. Je pense à la façon dont tu as liquidé leur fonds d'études pour payer ta maîtresse. Je pense à la façon dont tu as mis notre maison en danger avec une deuxième hypothèque illégale. Je pense à la façon dont tu as publiquement humilié leur mère devant tes collègues. Tout ce que je fais maintenant, c'est les protéger des conséquences de tes choix. Vanessa a dit que tout cela était un malentendu. Elle prétend que les paiements étaient des honoraires de consultation légitimes pour des conseils en développement commercial. Je suis allé à la cuisine et j'ai récupéré le dossier de documentation qu'Andrea avait assemblé. Je l'ai étalé sur la table de la salle à manger où Édouard pouvait le voir. Des relevés bancaires montrant des paiements à VW Holdings. Des documents d'entreprise prouvant que c'était une société écran. Des archives de mec qu'Andrea avait obtenues par voie de découverte légale montrant des communications avec 3 autres hommes qui avaient payé Vanessa dans des circonstances identiques. James Morrison de ton département financier, ai-je dit, en montrant un ensemble de documents. Kevin Tchong des ventes de flotte, Robert Sullivan, qui a pris sa retraite l'année dernière. Tous ont effectué des paiements à VW Holdings LLC. Tous ont eu des liaisons avec Vanessa. Tous pensaient qu'ils investissaient dans des opportunités commerciales qui ne se sont jamais matérialisées. Tu n'étais pas spécial, Édouard. Tu n'étais que la dernière cible dans un schéma qu'elle applique depuis des années. Il a regardé les documents, ses mains tremblant alors qu'il prenait des pages et les reposait. Elle m'a dit que j'étais différent, que nous avions quelque chose de réel. Elle t'a dit ça parce que c'était efficace, ai-je dit. Tu voulais croire que tu avais capté l'attention de quelqu'un de riche et de beau. Alors tu as ignoré tous les signes avant-coureurs que tu te faisais exploiter. Tu voulais tellement accéder à son monde que tu as mis notre famille en faillite pour le payer. Édouard m'a regardé et pour la première fois, j'ai vu une véritable reconnaissance dans ses yeux. Pas de remords exactement. Il n'était pas assez conscient de lui-même pour un véritable remords, mais au moins une reconnaissance qu'il avait été complètement trompé. « Qu'est-ce qui se passe maintenant » a-t-il demandé doucement. « Maintenant, tu déménages de cette maison. Tu coopères pleinement à la procédure de divorce. Tu trouves un nouvel emploi et tu espères que le juge fera preuve de clémence en déterminant la pension alimentaire, car d'après les calculs de revenus actuels, tu vas avoir du mal à effectuer ces paiements. Où suis-je censé aller ? Je m'en fiche sincèrement, Édouard. Peut-être devrais-tu appeler Vanessa et lui demander si sa propriété de Greenwich a une chambre d'amis,
bien que je soupçonne qu'elle ne prenne plus tes appels. Il est parti ce soir-là avec 2 valises, les chargeant dans sa voiture pendant que je regardais par la fenêtre. La même voiture que j'avais ramenée à la maison samedi soir. Les clés qu'il m'avait jetées étaient toujours dans le tiroir de mon bureau, conservées comme preuve pour la procédure de divorce. Après son départ, je me suis assise seule dans la cuisine et j'ai réalisé que je ne pouvais plus protéger nos enfants de la vérité. Olivia et James méritaient de savoir pourquoi leur père avait déménagé, pourquoi leur vie allait changer radicalement. Ils méritaient l'honnêteté plutôt que des mensonges confortables qui finiraient par s'effilocher de toute façon. J'ai appelé mes parents et leur ai demandé de ramener les enfants le lendemain matin. Quand Olivia et James ont franchi la porte jeudi matin, j'ai vu immédiatement qu'Olivia avait déjà deviné la plupart de ce qui s'était passé. Son expression était sur la défensive, protectrice envers son jeune frère, qui avait l'air confus d'être ramené à la maison plus tôt. Je les ai fait asseoir tous les deux à la table de la cuisine. Votre père et moi allons divorcer. Il a fait des choix qui ont brisé la confiance dans notre mariage. Il passait du temps et de l'argent avec quelqu'un d'autre au lieu de notre famille. Je sais que c'est difficile et je suis désolé que vous ayez à traverser cela. James a pleuré. Olivia a tendu la main sur la table et a pris la mienne. Je suis fière de toi, maman, a-t-elle dit, de ne plus prétendre. Les 6 semaines entre le déménagement d'Edouard et notre date au tribunal se sont écoulées dans un étrange flou d'activité et d'attente. J'ai travaillé avec David et Andrea pour affiner notre documentation, ajoutant des couches de preuves qui rendaient la fraude d'Edouard de plus en plus impossible à contester. J'ai rencontré les conseillers scolaires de mes enfants pour expliquer la situation familiale et m'assurer qu'Olivia et James avaient des systèmes de soutien au-delà de ce que je pouvais fournir seul. J'ai continué à travailler avec mes clients consultants, trouvant que le travail analytique m'aidait à garder les pieds sur terre quand tout le reste semblait tourner hors de contrôle. L'histoire avait fuité dans les médias locaux, non pas par mon intermédiaire, mais par des canaux que je ne pouvais pas contrôler une fois que les documents judiciaires sont devenus publics. Un journaliste du Connecticut Post m'a appelé 3 fois pour me demander un commentaire sur ce qu'ils appelaient « l'affaire de fraude du triangle amoureux des voitures de luxe ». J'ai refusé de leur parler. Mon silence n'a pas arrêté la couverture médiatique. Le récit était trop captivant. Une riche mondaine menant une opération d'escroquerie systématique sur plusieurs hommes mariés. Une société écran déguisée en conseil en affaires. Près d'1 million de dollars de revenus non déclarés. Des procureurs fédéraux qui envisageraient des accusations de fraude électronique. La vie d'Edouard s'était effondrée avec une vitesse remarquable. Licencié de Meridian Import, incapable de trouver un emploi comparable dans l'industrie automobile de luxe parce que les nouvelles voyageaient vite dans cette communauté fermée. Vivant dans un studio à 40 minutes de là qu'il pouvait à peine se permettre avec les allocations de chômage. Vanessa avait cessé de répondre à ses appels dès que son avocat l'avait contacté au sujet de la plainte pour fraude. L'opportunité commerciale dont Edouard avait été si enthousiaste, celle pour laquelle il avait exigé 50 000 $ de mon compte professionnel pour investir, s'était complètement évaporée. L'audience de divorce était prévue pour un jeudi matin fin octobre. Le palais de justice était plus petit que je ne l'avais prévu, moins imposant que les salles d'audience montrées à la télévision, mais non moins lourd de conséquences. Le bâtiment lui-même était ancien, construit à une époque où l'architecture gouvernementale était censée projeter la stabilité et la permanence plutôt que l'efficacité moderne. De hauts plafonds, des bancs en bois usés par des générations de personnes attendant que leurs affaires soient appelées. L'odeur de vieux papier et de cire à parquet, et la sueur anxieuse de personnes dont la vie était décidée par des juges qu'elles n'avaient jamais rencontrés. La juge Marianne Sheffield présidait les affaires familiales dans ce district. David m'avait longuement informé sur son parcours et sa réputation. 58 ans, juge depuis 19 ans, ancienne procureure ayant traité des crimes financiers avant d'être nommée à la magistrature, connue pour sa tolérance zéro envers toute forme de fraude financière au sein des mariages. David a dit qu'elle n'avait jamais, en près de 2 décennies de présidence de cas de divorce, accordé des conditions favorables à un conjoint qui avait commis une trahison financière documentée. Ses décisions étaient approfondies, bien motivée et constamment confirmée en appel parce qu'elle était méticuleuse dans le respect de la procédure légale tout en rendant une justice qui semblait appropriée aux circonstances. Edouard était assis à la table de la défense avec un avocat commis d'office qui semblait à peine assez âgé pour être diplômé en droit. Edouard ne pouvait plus se permettre une représentation privée. Le jeune avocat jetait des regards aux épais dossiers de documentation que David avait soumis au tribunal. Et je pouvais voir dans son expression qu'il savait que son client était indéfendable. Il était là parce que le système exigeait qu'Edouard ait une représentation légale,
pas parce qu'il y avait un argument réaliste à faire en faveur d'Edward. La juge Sheffield est entrée et nous nous sommes tous levés. Elle était exactement comme David l'avait décrite. Des cheveux gris acier coupés dans un style pratique qui nécessitait un minimum d'entretien. Pas de bijoux à l'exception de simples boucles d'oreilles et d'une montre. Des lunettes de lecture suspendues à une chaîne autour de son cou. L'expression de quelqu'un qui avait entendu toutes les excuses, mensonges et rationalisations désespérées que les gens pouvaient produire lorsque leur mariage s'effondrait et ne trouvaient aucun d'entre eux particulièrement nouveau ou convaincant. « Veuillez vous asseoir », a-t-elle dit, et sa voix portait le genre d'autorité qui vous donnait envie de vous redresser et de prêter attention. « Nous sommes ici pour la procédure de divorce de Brennan contre Brennan. J'ai examiné toute la documentation soumise. Conseil, vous pouvez procéder. » L'avocat commis d'office d'Edward s'est levé et a présenté son argument. Il a affirmé qu'Edward avait été victime de manipulation par une escroc sophistiquée. Que Edward avait déjà subi des conséquences importantes, notamment la perte de son emploi et l'humiliation publique. Que le tribunal devrait faire preuve de compassion envers un homme qui avait été trompé et éviter de le punir davantage en le dépouillant des actifs matrimoniaux. Que Edward méritait l'opportunité de reconstruire sa vie sans être financièrement détruit par des conditions de divorce qui semblaient vengeresses plutôt que justes. La juge Sheffield a écouté sans interrompre. Son expression ne révélait rien. Lorsque l'avocat commis d'office a terminé et s'est assis, elle s'est tournée vers David. « Maître Martinez, votre réponse. » David s'est levé et s'est approché de la barre avec la confiance calme de quelqu'un qui savait qu'il détenait tous les avantages. Il a fourni à la juge Sheffield la documentation complète qu'Andrea avait assemblée, des dossiers financiers complets montrant l'épuisement systématique des actifs matrimoniaux sur 18 mois, des relevés bancaires prouvant qu'Edward avait vidé les comptes d'épargne et liquidé les fonds d'investissement sans ma connaissance ni mon consentement. La deuxième hypothèque frauduleuse avec des signatures falsifiées que l'analyse d'Andrea avait prouvé n'être pas authentique. Les registres des paiements avaient W Holdings totalisant près de 200 000 $. Des preuves que j'avais été la principale source de revenus stables de la famille tout au long de notre mariage, tandis que les revenus basés sur les commissions d'Edward fluctuaient énormément en fonction des conditions du marché et de ses performances de vente personnelle. David a également présenté des témoignages écrits de Margaret Ashford et de deux autres femmes dont les maris avaient été ciblés par Vanessa Whitmore. Leurs déclarations décrivaient des schémas de comportement identiques, des liaisons qui commençaient par la flatterie et l'attention d'une femme qui semblait incroyablement hors de portée, des introductions progressives d'opportunités d'investissement qui nécessitaient des contributions en capital substantiel, des promesses de partenariats commerciaux et d'accès à des cercles sociaux riches, et finalement la révélation qu'ils avaient été systématiquement trompés et exploités financièrement. Votre honneur, a conclu David, Monsieur Brennan n'a pas simplement commis l'infidélité, ce qui en soi constituerait un motif de condition de divorce favorable pour ma cliente. Il a systématiquement fraudé sa propre famille en liquidant des actifs sans le consentement de son épouse, en falsifiant des documents légaux pour obtenir des prêts sur des biens qu'il ne possédait pas seul, et en donnant la priorité au paiement à sa maîtresse plutôt qu'au bien-être et à l'éducation de ses enfants. Il a jeté les clés de voiture à la poitrine de sa femme dans un parking plein de témoins et lui a dit de trouver son propre chemin pour rentrer pendant qu'il partait avec une autre femme. Il a publiquement humilié la mère de ses enfants. Et il a fait tout cela tout en se positionnant comme le soutien de famille malgré les preuves documentées que les revenus du cabinet de conseil de Madame Brennan fournissaient la base financière stable qui soutenait leur ménage tout au long de leur mariage. La juge Sheffield avait lu la documentation pendant que David parlait. Maintenant, elle a levé les yeux, a enlevé ses lunettes de lecture et a fixé Edward d'un regard qui aurait pu geler l'eau. Monsieur Brennan, je suis sur ce banc depuis 19 ans. Pendant ce temps, j'ai présidé des centaines de cas de divorce impliquant l'infidélité, des litiges financiers et des arrangements de garde contestés. J'ai vu des mariages détruits par la dépendance, par la violence, par une incompatibilité fondamentale, et par une simple négligence accumulée au fil des années d'échecs à maintenir un partenariat. Mais j'ai rarement rencontré une trahison financière aussi complète et délibérée au sein d'un mariage que ce qui est documenté dans les preuves devant moi. Elle a fait une pause et j'ai regardé Edward se ratatiner physiquement sur sa chaise. Ses épaules se sont courbées vers l'intérieur. Sa tête est légèrement tombée. Il avait l'air de vouloir disparaître à travers le sol. Vous n'avez pas simplement eu une liaison, a poursuivi la juge Sheffield. Vous avez détruit la sécurité financière de votre famille pour financer cette liaison. Vous avez falsifié la signature de votre femme sur des documents hypothécaires, ce qui n'est pas seulement un motif de divorce, mais constitue une fraude criminelle potentielle qui pourrait entraîner des poursuites si Madame Brennan choisissait de poursuivre cette option.
Vous avez liquidé les fonds d'études de vos enfants sans consentement ni discussion. Vous avez systématiquement vidé des comptes d'épargne auxquels votre femme avait contribué et qu'elle avait constitués grâce à son propre travail professionnel. Et vous avez fait tout cela tout en maintenant la fiction que vous étiez le principal pourvoyeur financier de votre ménage, alors que les preuves documentées montrent que le cabinet de conseil de Madame Brennan fournissait un revenu constant et stable tandis que vos revenus basés sur les commissions fluctuaient de manière significative. La juge Sheffield a remis ses lunettes de lecture et a baissé les yeux sur ses notes. Le tribunal accorde à Madame Catherine Brennan la pleine propriété du domicile conjugal, le nom de Monsieur Brennan devant être retiré de tous les documents de propriété et le titre transféré uniquement à Madame Brennan. Tous les actifs matrimoniaux restants, y compris les véhicules actuellement immatriculés au nom de l'un ou l'autre des conjoints et tous les comptes d'investissement, sont attribués à Madame Brennan. Monsieur Brennan sera responsable du remboursement intégral de la deuxième hypothèque frauduleuse par le biais d'un plan de paiement à établir avec l'établissement de crédit. La pension alimentaire pour enfants est fixée à 30% du revenu mensuel brut de Monsieur Brennan, à verser directement à Madame Brennan le premier de chaque mois. Madame Brennan se voit accorder la garde légale exclusive des 2 enfants mineurs, Monsieur Brennan bénéficiant de droits de visite supervisés en attendant la réussite d'une thérapie familiale à organiser par le biais des services familiaux du tribunal. L'avocat d'Edouard a commencé à se lever, peut-être pour objecter, mais la juge Sheffield a levé une main. Je n'ai pas terminé. Monsieur Brennan, vous êtes extraordinairement chanceux que ce tribunal n'ait pas compétence pour vous ordonner de rembourser les fonds que vous avez transférés à la société de Mademoiselle Whitmore, car cette affaire fait l'objet de procédures civiles distinctes actuellement en cours. Vous êtes également chanceux que Madame Brennan n'ait pas porté plainte au pénal concernant les signatures falsifiées sur les documents hypothécaires, bien que je note pour mémoire que cette option reste à sa disposition si elle choisit de la poursuivre à l'avenir. La séance est levée. Nous sommes sortis sous un soleil d'octobre qui semblait presque trop brillant après la pénombre de la salle d'audience. David parlait déjà des prochaines étapes dans l'affaire civile contre Vanessa, expliquant que son avocat avait fait des ouvertures sur un règlement potentiel pour éviter la publicité d'un procès. Mes parents attendaient dehors avec Olivia et James, se tenant légèrement à l'écart de la petite foule de personnes qui attendaient que d'autres affaires soient appelées. Dès que mes enfants m'ont vu, ils ont couru. James m'a atteint en premier, se jetant sur moi avec toute la force d'un enfant de 11 ans qui s'était inquiété pour sa mère. Olivia était plus mesurée, mais non moins pressée, enroulant ses bras autour de nous deux. « C'est fini ?» a demandé Olivia, sa voix étouffée contre mon épaule. « C'est fini ?» ai-je dit. « Et nous allons nous en sortir. » James s'est légèrement reculé pour regarder mon visage. « Je suis content que nous n'ayons plus à faire semblant. » J'ai réalisé à ce moment-là que mes enfants avaient compris bien plus que ce que je leur avais accordé. Ils avaient vu le mariage de leurs parents se désintégrer lentement. Ils avaient senti la tension et la malhonnêteté même quand je pensais que je la cachais avec succès. Et ils avaient attendu que quelqu'un reconnaisse enfin la vérité qu'ils connaissaient déjà. 2 semaines après être sorti de ce palais de justice avec mes enfants, mon téléphone a sonné avec un appel d'un numéro que je ne reconnaissais pas. J'ai failli le laisser aller sur la messagerie vocale. Je recevais des appels de journalistes et de connaissances curieuses depuis que le divorce était devenu public, et j'avais appris à filtrer soigneusement. Mais quelque chose m'a poussé à répondre. Madame Brennan, je m'appelle Linda Foster. J'ai eu votre numéro par Margaret Ashford. J'espère que cela ne vous dérange pas que je vous appelle directement, mais j'ai besoin d'aide. Et Margaret a dit que vous pourriez comprendre ma situation mieux que quiconque. Sa voix portait un tremblement que j'ai immédiatement reconnu. Le son de quelqu'un dont le monde venait de s'effondrer et qui essayait désespérément de se ressaisir assez longtemps pour demander de l'aide. « Dites-moi ce qui se passe » ai-je dit. Au cours des 40 minutes suivantes, Linda a décrit une situation qui semblait inconfortablement familière. Un mari qui voyageait fréquemment pour le travail. Des frais de carte de crédit qui n'avaient pas de sens. De l'argent qui disparaissait de leur compte d'épargne avec des explications de plus en plus vagues. Un investissement commercial qu'ils prétendaient transformerait leur avenir financier, mais qui nécessitait un capital immédiat et pour lequel elle était censée lui faire confiance sans poser trop de questions. Margaret m'a raconté ce que vous avez fait, a dit Linda. Comment vous avez enquêté sur les finances de votre mari et trouvé des preuves de fraude? J'ai besoin de quelqu'un qui puisse faire ça pour moi. J'ai besoin de quelqu'un qui comprenne ce que je traverse et qui ne me dira pas que je suis paranoïaque ou contrôlante. J'ai passé 3 jours à analyser les dossiers financiers de Linda. Ce que j'ai trouvé n'était pas identique à la trahison d'Edouard, mais suivait des schémas similaires.
Son mari finançait une dépendance aux jeux en ligne depuis 7 ans, contractant des prêts à son nom sans qu'elle le sache, falsifiant sa signature sur des demandes de crédit et vidant systématiquement leur compte de retraite pour couvrir des pertes qui totalisaient près de 80 000 $. Linda a demandé le divorce la semaine suivante, armée d'une documentation qui rendait la fraude de son mari impossible à contester. Elle n'était pas la seule à appeler. Dans le mois qui a suivi l'audience de divorce, j'ai reçu des demandes de 3 autres femmes. Toutes recommandées par quelqu'un qui connaissait quelqu'un qui avait entendu parler de mon cas. Leur situation variait. Le mari d'une femme entretenait une relation en ligne avec quelqu'un qu'il n'avait jamais rencontré en personne, envoyant de l'argent pour de prétendues urgences qui ne semblaient jamais finir. Une autre avait découvert que son mari entretenait une deuxième famille dans un autre État, entièrement soutenue par des fonds qu'il avait détournés de leur compte joint. Je les ai toutes aidées. J'ai analysé leur dossier financier avec la même précision impitoyable que j'avais appliquée à ma propre situation. J'ai identifié des comptes cachés, des transferts frauduleux et des schémas de tromperie que leur mari pensait trop sophistiqués pour être découverts. Je les ai mis en contact avec des avocats qui comprenaient la fraude conjugale. J'ai fourni des témoignages d'experts lorsque leurs cas sont allés au tribunal. Le travail était différent de mon cabinet de conseil aux entreprises, plus personnel, plus intense émotionnellement. Les clientes n'étaient pas des entreprises sans visage, mais des femmes dont la vie avait été systématiquement sapée par des personnes en qui elles avaient entièrement confiance. Mais le travail était aussi profondément satisfaisant d'une manière que mes projets précédents n'avaient jamais été. Je pouvais voir l'impact direct de ce que je faisais. Je pouvais voir des femmes qui avaient été financièrement dévastées commencer à reconstruire leur sécurité et leur confiance. À la fin de l'année, j'avais consulté sur 8 cas de divorce impliquant une fraude financière. Ma pratique évoluait vers quelque chose que je n'avais jamais anticipé, mais qui répondait clairement à un besoin que les ressources existantes ne traitaient pas de manière adéquate. L'affaire civile contre Vanessa Whitmore s'est résolue par un règlement 3 mois après l'audience de divorce. Son avocat avait poussé pour une résolution afin d'éviter la publicité d'un procès, et David avait été disposé à négocier car un règlement signifiait une récupération garantie plutôt que l'incertitude d'un litige. Les conditions étaient complètes. Vanessa rembourserait tous les fonds qu'Edward avait transférés à VW Holdings, plus les dommages et intérêts, plus nos frais de justice. Le total s'élevait à 220 000 $, à payer en plusieurs versements sur 5 ans avec des pénalités importantes si elle manquait un paiement. Le règlement exigeait également qu'elle dissolve complètement et définitivement VW Holdings, s'assurant qu'elle ne pourrait pas simplement recommencer la même opération sous un autre nom. Mais Vanessa a fait face à des conséquences qui allaient bien au-delà de ce que notre procès pouvait imposer. L'évaluation de l'IRS s'élevait à 340 000 $ d'arriérés d'impôts, de pénalités et d'intérêts. Les procureurs fédéraux avaient engagé des poursuites pour fraude électronique sur la base de transferts financiers inter-États, et Vanessa avait finalement accepté un accord de plaidoyer impliquant des paiements de restitution substantiels et 3 ans de probation. Sa famille avait coupé tout contact. Margaret m'a dit, par son réseau de relations sociales, que la famille Whitmore était apparemment honteuse du scandale et profondément préoccupée par la protection de la réputation de leur entreprise contre toute association avec le comportement criminel de Vanessa. Ils avaient engagé des consultants en gestion de crise pour distancer Whitmore Development Corporation de tout lien avec VW Holdings ou l'enquête sur la fraude. Vanessa avait déménagé en Californie. Selon les dernières informations que j'ai reçues, elle travaillait dans l'immobilier commercial. Ses jours de ciblage d'hommes mariés vulnérables étaient apparemment terminés. Bien que je soupçonne que quelqu'un avec ses compétences et sa volonté d'exploiter les autres trouverait finalement de nouvelles opportunités de tromperie dans de nouveaux endroits. La vie d'Edward avait diminué d'une manière qui aurait semblé impossible 6 mois plus tôt. Il a trouvé du travail en vendant des véhicules de milieu de gamme chez un concessionnaire qui s'adressait aux familles achetant des voitures pratiques plutôt qu'aux clients fortunés achetant des symboles de statut de luxe. Son revenu était une fraction de ce qu'il avait gagné chez Meridian. Ses paiements mensuels de pension alimentaire pour enfants consommaient la majeure partie de ce qui restait, lui laissant à peine de quoi couvrir le loyer d'un studio dans un quartier où sa voiture avait été cambriolée 2 fois le premier mois. Il se présentait à ses visites supervisées avec Olivia et James, mais les visites étaient tendues et maladroites. Olivia avait traversé une phase de refus de le voir du tout, sa colère se manifestant par un rejet complet qui, je le soupçonne, l'a blessé autant qu'il le blessait. Je ne l'ai jamais forcé à assister aux visites quand elle refusait catégoriquement, croyant que la reconstruction de la confiance exigeait sa volonté plutôt que mon insistance. James était plus disposé à maintenir le contact, mais était devenu émotionnellement sur la défensive d'une manière qui me brisait le cœur.
Il traitait les visites comme des obligations plutôt que des opportunités de connexion authentique. Quand Edward essayait d'expliquer qu'il avait été trompé, que Vanessa l'avait manipulé, James écoutait poliment puis changeait de sujet pour quelque chose de neutre comme l'école ou le sport. Edward tentait occasionnellement de justifier ses actions lors des échanges de prise en charge et de restitution, m'expliquant qu'il avait été autant une victime que n'importe qui d'autre. J'écoutais sans répondre, comprenant qu'il avait besoin de construire un récit où il n'était pas entièrement coupable de la destruction de sa famille. Mais je n'ai jamais validé ce récit. Être dupé par une escroc sophistiquée n'excuse pas de voler les fonds d'études de ses propres enfants ou de falsifier la signature de sa femme sur des documents légaux. 6 mois après la finalisation du divorce, Margaret Ashford a appelé avec une information qui m'a surprise. Catherine, mon mari Thomas a recommandé votre cabinet à ses collègues. Il raconte à tout le monde comment vous avez découvert toute l'opération de Vanessa. Il le présente comme une enquête financière légitime qui a protégé d'autres victimes potentielles plutôt que comme une vengeance personnelle. C'est étonnamment généreux de sa part, ai-je dit. Thomas était mal à l'aise avec ce qui s'est passé au gala. Il a vu comment Edward vous a traité dans ce parking et s'est senti coupable que personne ne soit intervenu. C'est sa façon de se racheter. Je pense que plusieurs de ses collègues ont des épouses qui ont besoin de conseils financiers pour diverses situations. Il vous a spécifiquement recommandé comme quelqu'un de rigoureux et de discret. Margaret a organisé des rencontres informelles avec d'autres épouses de la communauté des concessionnaires automobiles. Ce n'étaient pas des réunions de pitié ou des obligations sociales maladroites, mais de véritables liens avec des femmes qui comprenaient les vulnérabilités particulières liées au fait d'être mariées à des hommes dans des environnements de vente à haute pression où l'apparence et le statut comptaient souvent plus que la substance. Lors d'une de ces rencontres, une femme nommée Patricia a confié que son mari avait été ciblé par Vanessa des années plus tôt. Il avait mis fin à la relation avant que des dommages financiers ne se produisent. Mais Patricia avait soupçonné qu'il y avait un schéma de comportement qui s'étendait au-delà de son simple mari. Elle attendait que quelqu'un expose ce qu'elle croyait être une fraude systématique. Une autre femme, dont le nom était Suzanne, a partagé qu'elle avait commencé à mener son propre audit financier silencieux de son mariage après avoir été témoin de ce qui m'était arrivé. Elle avait découvert que son mari cachait des dettes importantes provenant d'entreprises commerciales ratées, utilisant des cartes de crédit jointes pour effectuer les paiements minimums tandis que les soldes principaux augmentaient de manière exponentielle. Ces liens ont évolué en un réseau informel. Les femmes qui éprouvaient des préoccupations financières dans leur mariage prenaient contact et le réseau les dirigeait vers des ressources et des professionnels qui pouvaient les aider. Parfois, cela signifiait mes services de conseil. Parfois, cela signifiait d'autres avocats, des experts comptables judiciaires ou des thérapeutes spécialisés dans l'aide aux personnes pour naviguer le traumatisme émotionnel de la découverte d'une tromperie systématique. Je n'avais pas l'intention de créer ce réseau. Je n'avais pas prévu de devenir connu comme quelqu'un qui se spécialisait dans la découverte de la fraude financière conjugale. Mais apparemment, la combinaison de mon expertise analytique et de ma volonté de poursuivre agressivement la responsabilisation lorsque les preuves le justifiaient avait créé quelque chose qui répondait à un besoin réel. Ma pratique de conseil se transformait. Je travaillais toujours avec de petites entreprises qui avaient besoin d'une restructuration financière, mais de plus en plus, ma clientèle comprenait des femmes qui avaient besoin de quelqu'un qui pouvait examiner leurs finances familiales avec la même précision impitoyable que j'appliquais au bilan d'entreprise. Le travail était exigeant. Il exigeait de gérer l'intensité émotionnelle de clientes qui faisaient face à la trahison tout en maintenant le détachement analytique nécessaire pour construire des dossiers juridiquement défendables. Mais c'était aussi le travail le plus significatif que j'ai jamais fait. J'aidais les gens à reconstruire leur vie après avoir découvert que les fondations en lesquelles ils avaient confiance n'avaient jamais été aussi solides qu'ils le croyaient. Je comprenais intimement cette expérience et peut-être que cette compréhension me rendait meilleur dans ce travail que quelqu'un qui n'avait étudié la fraude financière que dans des contextes académiques sans avoir vécu sa dévastation personnelle. 1 an après qu'Edward m'ait jeté ses clés de voiture à la poitrine et m'ait dit de trouver mon propre chemin pour rentrer, je suis entré dans une concession et j'ai acheté un véhicule en utilisant l'argent que j'avais gagné grâce à mon propre cabinet de conseil élargi. La transaction semblait symbolique d'une manière que je n'avais pas entièrement anticipée lorsque j'ai pris la décision de remplacer la vieille berline que je conduisais depuis 8 ans. J'ai délibérément choisi quelque chose de pratique plutôt que d'impressionnant, un VUS fiable de couleur bleu foncé avec de bonnes notes de sécurité et assez d'espace pour transporter mes enfants et occasionnellement conduire des clients à des visites de site lorsque les circonstances l'exigeaient. Le vendeur a essayé de me vendre un modèle de luxe avec des fonctionnalités que je n'utiliserai jamais, mais j'ai refusé poliment et j'ai acheté exactement ce dont j'avais besoin sans excuse ni explication.
La première fois que j'ai conduit mon nouveau véhicule, Olivia était assise sur le siège passager, parcourant des brochures universitaires. Elle avait été acceptée dans 3 universités et essayait de décider entre des programmes qui lui permettraient d'étudier la politique environnementale et les relations internationales. Son fonds d'études avait été entièrement restauré grâce au règlement avec Vanessa, devenant même plus important qu'il ne l'aurait été si Edward ne l'avait jamais épuisé, grâce au rendement des investissements pendant la période où les fonds étaient récupérés et reconstitués. « Maman, regarde ce programme à Georgetown », a-t-elle dit, tournant son téléphone pour que je puisse jeter un coup d'œil à l'écran tout en gardant mon attention sur la route. Ils ont un diplôme conjoint en sciences de l'environnement et en politique qui semble parfait. Georgetown est cher, ai-je dit, bien que je ne m'inquiétais plus de pouvoir me le permettre. Mais si c'est là que tu veux aller, nous nous arrangerons. James était assis sur la banquette arrière, travaillant sur un devoir de mathématiques, me posant occasionnellement des questions sur les pourcentages et les fractions auxquelles je répondais tout en naviguant dans des rues de banlieue familières. Il semblait à l'aise et content d'une manière qu'il n'avait pas été pendant cette dernière année de mon mariage où la tension avait rempli notre maison comme quelque chose de toxique que nous prétendions tous ne pas remarquer. En conduisant, je me suis surprise à penser à l'ordre d'Edward dans ce parking. Débrouille-toi pour rentrer. Il l'avait dit comme un renvoi, comme une affirmation de pouvoir, comme une démonstration qu'il avait trouvé quelque chose de mieux et que je n'étais plus nécessaire à sa vie. Mais dans les années qui ont suivi ce moment, j'avais en effet trouvé mon propre chemin pour rentrer. Non pas vers le mariage que j'essayais de préserver, mais vers quelque chose que j'avais construit grâce à ma propre compétence et à ma volonté d'exiger des comptes. Le foyer n'était pas la maison physique qui m'avait été attribuée lors du divorce, bien que je sois reconnaissante de l'avoir gardée pour la stabilité qu'elle offrait à mes enfants. Le foyer était le respect de soi que j'avais retrouvé, la sécurité financière que j'avais reconstruite, la connaissance que je n'accepterai plus jamais les mauvais traitements comme prix à payer pour maintenir les apparences. Les clés de voiture qu'Edward m'avait jetées sont restées dans mon bureau, montées dans un petit cadre sous une plaque que j'avais commandée à un artisan local. La plaque disait, parfois, les pires moments deviennent des catalyseurs pour les meilleures décisions. Les clients posaient des questions sur les clés encadrées lors des consultations initiales. La question venait généralement après que nous ayons discuté de leur situation et que j'ai commencé à expliquer comment une enquête financière pouvait documenter une fraude qui semblait impossible à prouver. Ils jetaient un coup d'œil au cadre sur le mur derrière mon bureau et demandaient ce que cela signifiait. Je leur racontais la version abrégée de mon histoire, non pas comme un récit de victimisation, mais comme un récit de reconnaissance et de réponse appropriée. J'expliquais que mon mari m'avait jeté ses clés dans un parking plein de témoins alors qu'il partait avec une autre femme. Et que ce moment d'humiliation publique s'était transformé en catalyseur pour une enquête financière complète qui avait révélé une fraude dont je ne connaissais pas l'existence. Les clés sont devenues un outil pédagogique, une représentation physique du moment où l'humiliation peut se transformer en détermination si vous choisissez de répondre stratégiquement plutôt qu'émotionnellement. De nombreuses femmes qui venaient à mon bureau étaient encore au stade où elles se blâmaient. Elles croyaient que si elles avaient été plus attirantes, plus attentives ou plus accommodantes, leur mari ne les aurait pas trahies. Elles portaient une culpabilité qui n'était jamais la leur, endossant la responsabilité des choix que d'autres personnes avaient faits. J'utilisais les clés de voiture pour illustrer que la trahison reflète les défauts de caractère du traître plutôt que l'inadéquation de la victime. Edward ne m'a pas jeté ses clés parce que j'étais insuffisante. Il les a jetées parce qu'il manquait d'intégrité et a commis l'erreur catastrophique de croire que j'accepterais le manque de respect sans conséquence. Cette distinction comptait. Comprendre cette distinction était souvent la première étape pour que mes clientes puissent rechercher la responsabilisation plutôt que d'accepter le blâme. La transformation d'Olivia au cours de cette année a peut-être été le résultat le plus significatif de tout ce qui s'était passé. Elle était passée d'une adolescente discrètement observatrice à une jeune femme qui comprenait que le respect de soi n'est pas négociable et que des limites appropriées sont essentielles pour des relations saines. Un soir de fin d'été, environ 10 mois après la finalisation du divorce, Olivia est entrée dans mon bureau à domicile où j'examinais les états financiers d'un nouveau client. Elle s'est assise dans le fauteuil en face de mon bureau avec la manière délibérée qui indiquait qu'elle voulait avoir une conversation sérieuse. « Je peux te demander quelque chose ?» a-t-elle dit. « Toujours. Regrettes-tu d'avoir épousé papa ?» J'ai posé les documents que j'examinais et je lui ai accordé toute mon attention. Je regrette d'être resté plus longtemps que je n'aurais dû après avoir reconnu que le mariage avait échoué. Mais je ne regrette pas les années qui m'ont donné toi et James. Vous deux êtes les meilleures choses que j'ai jamais faites de ma vie. Et cela n'aurait pas été possible sans votre père. Olivia a hoché lentement la tête, traitant cette réponse.
Je pensais que être une bonne épouse signifiait accepter tout ce que ton mari faisait et faire en sorte que ça marche quoi qu'il arrive. Que le mariage exigeait que tu tolères simplement les choses parce que l'engagement signifiait ne jamais abandonner même quand l'autre personne avait déjà abandonné. Ce n'est pas à cela que ressemble un partenariat sain, ai-je dit doucement. Je le sais maintenant. Te voir te battre m'a appris qu'être une bonne personne signifie avoir des normes et les faire respecter même quand c'est difficile et que les gens te jugent pour cela. Elle a fait une pause, choisissant ses mots avec soin. Plusieurs de mes amis ont des parents dans des mariages qui sont manifestement dysfonctionnels. Leur mère tolère l'infidélité ou les abus financiers parce qu'elles ont peur d'être seules ou ne pensent pas pouvoir subvenir à leurs besoins de manière indépendante. Et je les regarde faire semblant que tout va bien. Et ça me rend triste parce qu'elles enseignent à leurs filles que accepter les mauvais traitements est normal. Que feras-tu différemment, ai-je demandé. Je ne laisserai jamais personne me traiter comme papa t'a traité. Et si je réalise un jour qu'une relation me détruit, je partirai avant qu'elle ne prenne tout ce que j'ai construit. Tu m'as appris que la survie après la trahison n'est pas seulement possible, mais peut en fait conduire à quelque chose de mieux que ce qui existait auparavant. À la fin de cette première année, mon cabinet de conseil avait évolué vers quelque chose que je n'avais jamais prévu. Mais qui répondait clairement à un besoin réel. J'offrais désormais des services complets d'enquête financière et de protection des actifs pour les femmes naviguant dans le divorce, en particulier dans les cas impliquant la fraude, les actifs cachés ou les abus financiers. Nous avions aidé des clientes à travers le Connecticut et nous nous étions étendus au Massachusetts et à New York, bâtissant une réputation de rigueur, de discrétion et de plaidoyer agressif lorsque les circonstances le justifiaient. J'ai embauché 2 analystes financiers supplémentaires spécialisés en comptabilité judiciaire. J'ai engagé un détective privé nommé Robert Chin qui avait passé 15 ans au sein de l'unité des crimes financiers de la police de l'État du Connecticut avant de prendre sa retraite et de créer son propre cabinet. Robert était exceptionnel pour découvrir des comptes cachés et suivre les transferts d'actifs que les gens croyaient trop sophistiqués pour être découverts. Nous avons formalisé ces services sous une nouvelle division de mon cabinet de conseil. J'ai développé des systèmes et des protocoles qui pouvaient être reproduits et mis à l'échelle à mesure que la demande continuait de croître. Andrea Tornil nous a rejoints en tant que consultante permanente, partageant son temps entre la fourniture de témoignages d'experts dans les affaires qui allaient au tribunal et la formation de mon personnel aux techniques avancées de comptabilité judiciaire. Le travail était exigeant. Il exigeait de gérer l'intensité émotionnelle de clientes qui faisaient face à une profonde trahison tout en maintenant le détachement analytique nécessaire pour construire des dossiers juridiquement défendables. Mais c'était aussi le travail le plus significatif que j'ai jamais fait. Je pouvais voir l'impact direct en temps réel. Des femmes qui avaient été financièrement dévastées par des conjoints malhonnêtes reconstruisant progressivement leur sécurité et leur confiance. Des enfants dont les fonds d'études étaient récupérés grâce à nos enquêtes. Des familles qui évitaient la pauvreté parce que nous identifions et arrêtions les transferts frauduleux avant qu'ils ne puissent être achevés. Chaque matin, en arrivant à mon bureau, je voyais ces clés de voiture dans leur cadre sur le mur. Et je me souvenais de la leçon que j'avais apprise et que j'enseignais maintenant aux autres. Le moment où quelqu'un vous traite comme jetable est le moment où vous commencez à tout documenter. Parce que les gens qui agissent avec ce niveau de mépris laissent inévitablement des traces de preuves qui les détruiront si vous savez où chercher. Édouard avait cru que me jeter ses clés de voiture était une affirmation de pouvoir, une démonstration qu'il avait trouvé quelqu'un de mieux et que je n'étais plus nécessaire à sa vie. Ce qu'il avait réellement fait, c'était de me fournir une preuve physique de son mépris. Une preuve que j'avais utilisée pour monter un dossier qui a systématiquement démantelé non seulement sa vie, mais a également exposé une opération qui avait victimisé plusieurs familles. En essayant de se débarrasser de moi, Édouard avait par inadvertance créé quelque chose de bien plus puissant que le mariage qu'il avait détruit. Il avait créé une pratique professionnelle dédiée à aider les femmes à refuser d'être jetées. Un réseau de soutien pour les personnes victimes de fraude financière au sein de leur mariage. Un héritage de responsabilisation qui s'étendait bien au-delà de mes circonstances personnelles. Cet héritage comptait plus que toute relation basée sur un partenariat de façade plutôt qu'un respect authentique. J'avais trouvé mon propre chemin pour rentrer, et ce faisant, j'avais construit quelque chose qui aiderait d'innombrables autres à trouver le leur. Cette histoire de justice financière et de dignité retrouvée vous a captivé? Appuyez sur le bouton j'aime maintenant. Ma partie préférée a été lorsque Catherine a découvert la signature hypothécaire falsifiée et a réalisé qu'Édouard avait commis une véritable fraude. Quel a été votre moment préféré? Laissez votre scène favorite dans les commentaires ci-dessous. Ne manquez pas d'autres histoires puissantes de personnes qui ont refusé d'accepter la trahison en silence.
Abonnez-vous et activez la cloche de notification.